Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce sommet digital 2022 avec des experts et nos participants en ligne qui, je n'en doute pas, nous poseront beaucoup de questions sur cet aspect du parcours client et donc cette personnalisation de l'expérience client pour retenir ses visiteurs. Alors, je vous présente les experts pour commencer. Je vous invite aussi, vous les participants, à nous en dire un peu plus long sur votre rôle, votre secteur, qui vous êtes, dans l'onglet chat qui est à votre disposition et que vous pouvez donc utiliser afin de créer des connexions, comme je vous le disais, de vous présenter, de nous présenter vos solutions et bien sûr vos grands problèmes. Alors bonjour quand même à mon panel d'experts qui nous rejoint aujourd'hui. Je vais donc vous les présenter. Nous avons Cindy Desguingan qui est Head of Regional Marketing chez Nosto. Nosto qui supervise la planification et l'exécution des stratégies marketing pour la génération de leads, la notoriété de la marque et la fidélisation des clients sur les marchés internationaux. Nosto, qui est une plateforme d'expérience de commerce qui permet aux retailers de créer des expériences d'achat authentiques et personnalisées afin d'optimiser leur conversion et le panier moyen. Bonjour Cindy. Bonjour Charlotte et bonjour à tous. Ravie d'être ici avec vous. Merci de nous rejoindre. On rejoint également Virginie Guigné, qui est forte de 7 ans d'expérience dans le digital. Virginie, qui est responsable du pôle web marketing de l'agence Axome et qui accompagne les clients pour améliorer leur performance e-commerce et lead generation. Nous avons également Nicolas Verdier d'Axome. Nicolas, qui lui a plus de 15 ans d'expérience dans le e-commerce et qui est directeur général d'Axome. Nicolas, qui gère également la partie conseil ainsi que la stratégie web et e-commerce. Axome, qui est une agence web et e-commerce spécialisée sur les technologies PrestaShop et Shopify. Donc bonjour à Virginie et Nicolas, pardon. Bonjour à tous. Mon prénom pour le coup, c'est bien Nicolet. C'est bien Nicolet, veuillez m'excuser. Bonjour. Aucun souci. Bonjour à tous. On continue à présenter nos experts. Nous avons avec nous également Emmanuel Marot, qui a 12 ans d'expérience dans le e-commerce et qui est arrivé chez vetsécurité.com en 2010, au début de l'aventure, et qui en est aujourd'hui le directeur. Alors, Vetsécurité, c'est une entreprise spécialisée dans la distribution de vêtements et accessoires pour les pros et pour les passionnés, avec pas moins de 400 000 commandes expédiées en 2021. Et vous espérez atteindre les 500 000 sur 2022. Donc, bonjour Emmanuel. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Alors, un peu de contexte avant de commencer cette nouvelle table ronde. 64% des consommateurs considèrent que l'expérience client est plus importante que le prix. Mais comment marquer les esprits alors qu'ils n'ont jamais été autant stimulés? Nous sommes effectivement abreuvés de contenu et de sollicitations. Alors, comment on le fait? Eh bien, en offrant une expérience sur mesure. En effet, offrir à vos clients une expérience personnalisée et fluide tout au long de leur parcours d'achat, en tirant parti de leurs données, eh bien, doit devenir l'une des principales priorités des e-commerçants. Donc, nos experts vont nous rejoindre pour répondre à ces grandes questions, expliquer comment personnaliser l'expérience client grâce aux dernières technologies disponibles et comment également mieux fidéliser ses clients. Nous reviendrons notamment sur la rétention client comme facteur de croissance, les leviers digitaux pour les retenir, les clients, et nos intervenants partageront également des exemples d'initiatives pour retenir les prospects et les clients. Alors, on passe à notre première grande question problématique du jour, puisque l'expérience utilisateur est aujourd'hui un facteur déterminant dans le parcours d'achat du consommateur qui reçoit, je vous le disais, des milliers de stimuli en permanence, pop-up, notifications, emails, etc. Et ce, tous les jours, bien sûr, sur les canaux digitaux. Alors, dans ce contexte de cacophonie quand même générale, comment attirer et retenir l'attention dès les premières secondes? La question est super intéressante, surtout dès les premières secondes. En fait, il y a plusieurs étapes. Donc, l'idée, c'est de se poser la question sur chaque étape. Chaque étape de ce parcours, elles sont primordiales. La première étape, ça a été vu, je crois, dans le webinaire juste avant, c'est forcément l'acquisition. En fait, c'est le point d'entrée, c'est le premier contact que vous allez avoir avec votre utilisateur. Donc, hyper important de réfléchir à une stratégie, à un contenu. Donc, il faut forcément avoir un ciblage pertinent, un message adapté. Enfin, j'imagine des petites choses qui ont déjà été vues précédemment. Mais c'est la première étape. Donc, ne jamais l'oublier dans tout ce parcours.
La deuxième étape qui commence à vraiment rentrer là, dans notre cœur de métier, qui est vraiment le sujet de notre webinaire, c'est la partie considération et engagement. En fait, c'est vraiment l'arrivée sur le site. Et donc là, ça va vraiment se travailler avec un site qui a un design clair, un site qui propose un contenu de valeur, en fait, un contenu qui va répondre aux besoins de notre utilisateur, des structures de pages cohérentes qui vont faciliter, en fait, tout simplement le parcours de notre utilisateur sur le site, avec forcément aussi un confort de lecture et bien entendu aussi des éléments de réassurance qui vont rassurer notre utilisateur sur nos intentions. Donc vraiment, cette partie-là est hyper importante, se réfléchit, se travaille et s'optimise également. L'étape suivante, c'est ce que nous, on appelle la partie conversion. Donc, c'est là où votre utilisateur arrive enfin à l'acte tant attendu où il voudrait passer à l'acte d'achat. Donc, hyper important de faciliter en fait au maximum ce parcours-là. Donc, ça va être, par exemple, en ajoutant des boutons d'ajout rapide au panier, proposer la commande invitée pour lui éviter de devoir créer un compte et remplir une multitude de champs s'il veut juste passer une commande assez rapidement. Le paiement 3 fois sans frais. Alors, voilà, il y a une multitude de petites choses, mais qui sont hyper importantes en fonction de votre produit, de votre marque, à réfléchir pour vraiment lui faciliter cette étape qui est primordiale. Et la dernière étape qui est aussi tout aussi importante et qu'on a tendance à oublier, c'est vraiment la partie fidélisation. Donc, en fait, une fois que notre client a passé commande, donc top, premier succès, mais le deuxième succès sera vraiment cette partie fidélisation. Et là, l'idée, c'est de mettre en place, en fait, tout un CRM qui est efficace. Ça peut être avec des relances. Nous, classiques, c'est client, par exemple, anniversaire client, anniversaire de commande, relance client inactif. Plein de petites choses, mais aussi vos newsletters pour tout simplement le fidéliser avec votre marque. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment les étapes, c'est la base. Donc, déjà, premièrement, voilà, c'est déjà se poser la question sur chacune de ces étapes. Et après, l'idée, c'est d'aller encore plus loin. Une fois qu'on a défini ces différentes étapes, c'est de personnaliser cette expérience en fonction de l'utilisateur. Et là, du coup, je laisse Cindy répondre, puisque c'est vraiment sa partie. Oui, tout à fait, Virginie. Déjà, effectivement, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est important aussi de pouvoir réussir cette conversion et cette fidélisation. Et du coup, pour moi, la clé pour attirer l'attention des consommateurs, ça va être, elle va vraiment résider dans la pertinence aussi du message qu'on va adresser aux clients. Donc, plus notre offre, elle est pertinente et personnalisée, plus on parviendra à retenir, à convertir et à faire revenir nos visiteurs et assurer une expérience finalement idéale et personnalisée. Donc la pertinence, elle va aussi venir dans le fait de faciliter aussi la vie du client, qui n'a pas forcément beaucoup de temps à consacrer à la recherche de son produit quand il vient sur le site. Et donc, par exemple, en mettant en place des recommandations de produits personnalisés, on va parvenir justement à faciliter cette découverte de produits, de catalogue du client et l'amener à trouver ce qu'il recherche. Donc, par exemple, si on me propose des produits similaires à ce que je recherche ou à ce que je regarde, et avec des recommandations de produits, ça va m'aider dans mon choix. Aussi, il faudrait que le message résonne avec les attentes du consommateur et même avec la façon dont ils vont consommer des produits et réagir aux différents stimuli envoyés. Donc, par exemple, ça peut être intéressant d'afficher des promotions seulement aux clients de retour sur site avec lesquels j'ai pu détecter qu'il y avait une affinité aux produits en promotion. Parce que, par exemple, il a réalisé un achat de produits soldés lors de son dernier achat. Alors non seulement ça va être pertinent parce qu'on se rend compte que cette personne, elle a une affinité avec les promotions, mais en plus, ça va permettre un petit peu aussi de sauver votre marge en proposant finalement pas forcément des promos à tous vos clients, parce qu'il y en a certains qui ne vont pas forcément être attachés ou qui ne vont pas forcément réagir aux promotions. Donc voilà, toujours le fil rouge de cette pertinence, c'est hyper important. Et puis finalement, Charlotte, vous parliez de tous les stimuli multiples qu'on reçoit, que ce soit par SMS, par email, etc. Et donc pour moi, la même chose, elle va s'appliquer aussi aux emails. Par exemple, moi je reçois une centaine d'emails par jour. Si ces emails ne contiennent pas un contenu qui est pertinent pour moi, je ne vais pas m'y intéresser. Par contre, si le mail, après que j'ai visité par exemple une boutique en ligne, il va me proposer de compléter une tenue que j'ai déjà achetée sur le site, là, l'expérience, elle sera beaucoup plus pertinente et personnalisée. Et puis, elle va me donner envie d'en savoir plus. Voilà.
Du coup, je vais laisser la parole à Vet Sécurité qui a justement qui a le côté un petit peu plus e-commerçant et qui peut témoigner de ça directement. Merci Cindy. Et à vous Emmanuel. Ouais, tout à fait. Moi, je vais parler comme vraiment du coup pure player et e-commerçant et du coup dire un petit peu ce que tous les jours on fait pour justement cette rétention client, etc. Nous, il y a un aspect fondamental qu'on met et que toutes les équipes ont ici après à VET. On aime bien dire customer is king, le client est roi. Si on fait pas tout le nécessaire derrière pour le conserver, effectivement, c'est, ça coûte beaucoup plus cher. On sait qu'un client qui est satisfait coûtera pour tout e-commerçant 2 fois moins cher en acquisition et surtout, on sera beaucoup plus, ça sera beaucoup plus facile pour aller justement chercher ce client-là et heu et pour qu'il continue et qu'il achète et qu'il continue d'avoir confiance en notre site. Donc tous les outils effectivement qui sont là pour stimuler le client, sont intéressants, mais quand c'est à moindre coût et qu'on n'est pas obligé de faire de l'acquisition derrière, c'est tout de suite plus intéressant. Nous, on a un exemple assez clair, c'est que, on a augmenté notre satisfaction client, du coup, d'environ 15 l'an dernier, suite à la mise en place, en gros, d'un ERP sur la logistique qui nous a permis, pardon, de passer d'un taux d'erreur, de commande qui était supérieur à 3,5-4 à aujourd'hui 0,1. Juste cette petite chose-là, que le client reçoive bien ce qu'il a commandé, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'ait pas besoin de faire de retour, qu'il n'ait pas de temps, etc. Voilà, nous a fait gagner en satisfaction de ce côté-là et a donné confiance un petit peu à la marque Vet Sécurité au niveau des clients. Et ensuite, on a un autre aspect, c'est que alors aujourd'hui, on travaille avec de nombreux outils marketing et il y en a énormément qui existent sur le marché. Mais comme le disait tout à l'heure, c'est Virginie, c'est que l'offre du site, elle doit être cohérente avec le besoin du client. Nous, la difficulté qu'on avait à notre niveau, avec quand même aujourd'hui quasiment 100 000 références sur le site, c'était de pouvoir proposer le bon article au bon moment, au bon client. À chaque fois, on prend un exemple qui est assez clair, mais si je propose une blouse d'infirmier, du coup, à quelqu'un qui est pompier qui vient acheter chez moi, il n'aura pas le bon produit en face de lui quand il va être à l'acte d'achat, etc. Et potentiellement, derrière, je vais avoir le client qui va quitter le site derrière. Donc, voilà, ça peut être des taux de rebond, etc., qui sont pas intéressants voilà, pour tout e-commerçant. Donc, on est dans cette phase-là, nous, et avec nos stores, entre autres, dans une phase d'hyper-personnalisation du parcours client, où on doit vraiment montrer à chaque client qui vient sur le site, ben, les articles qui correspondent à son métier, à son univers, pour que voilà, il se sente chez lui vraiment au bon endroit à ce moment-là. Merci Emmanuel. Nicolas, avant de passer à la prochaine question, vous avez quelques observations ou pensées à partager sur ce sujet? Non, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel, c'est-à-dire que la base du e-commerce et le grand fondamental, ça reste vraiment le mot commerce, c'est-à-dire l'offre au bon client, etc. Et que derrière, un e-commerçant, via les différentes solutions marketing qu'il peut utiliser, doit se poser la question à tous les niveaux, à toutes les étapes de l'acquisition et de la vie du client, du cycle de vie du client qui a pu présenter tout à l'heure Virginie, quel service il peut apporter et quelle valeur en fait il peut créer. C'est vraiment ça qu'on appellerait l'expérience client au sens large en e-commerce. Merci Nicolas. De passer à une prochaine grande question ou problématique, j'aimerais à nouveau remercier nos participants qui jouent le jeu, qui se présentent, évoquent leur rôle, leurs problèmes, mais également leurs solutions et leur société. Donc merci à vous. Continuez. C'est vraiment cet onglet, une plateforme pour que vous puissiez vous rencontrer et échanger avec nous, pour qu'on rende cette discussion la plus interactive possible. Merci à vous. Alors, cette deuxième question, elle est liée à ce que je disais en introduction, puisque 64% des consommateurs considèrent que l'expérience client est plus importante que le prix, ce qui peut peut-être surprendre. Et parmi les étapes du parcours client, notamment la recherche d'informations, la comparaison, la prise de décision, la réception du produit ou service, l'évaluation de l'expérience client, bref, le service après-vente. Voilà. Donc, lequel doit-on prioriser ? Alors, moi, je dirais quand même que toutes les étapes du parcours client, elles sont essentielles, parce qu'elles doivent toutes être optimisées, parce que de l'acquisition, à la fidélisation,
De toute façon, c'est hyper important. Et bon, par contre, moi, je vais peut-être un petit peu plus me focaliser sur les premières étapes que je trouve aussi clés, puisqu'elles vont permettre de retenir les visiteurs sur le site et puis l'amener tout simplement à convertir. Donc déjà, sur la partie recherche d'informations, découverte de catalogue, moi, je pense que c'est important dès le départ que le client donc, puisse avoir une découverte de catalogue produit facilité, donc en fonction des produits qu'il recherche. Bon, j'en ai déjà parlé avant, mais si par exemple je vais sur un site qui vend des chaussures, tout simplement, et que je recherche des chaussures d'été, si en page d'accueil on me propose des catégories de produits, déjà ça va me faciliter la recherche, si j'ai plusieurs catégories, chaussures d'été, chaussures d'hiver ou des choses comme ça. Et donc là, en fait, je vais pouvoir réussir à arriver sur la catégorie qui va me convenir. Et ensuite, une fois qu'on est finalement sur notre page produit, qu'on va être dans la phase finalement de choix et de décision du produit, et ça va être intéressant aussi de proposer d'autres choix finalement à la façon d'un vendeur. Mais en fait, comme on est en ligne, c'est pas toujours évident. Donc, avec des recommandations de produits qui vont être similaires sur le site, ça va faciliter le choix des produits et surtout la recherche d'informations. Après, au moment de la prise de décision, de toute façon, une fois que le visiteur il est sur le site, on peut aussi l'inciter à continuer son parcours. Parfois, on est en train de visiter notre site et puis on passe à autre chose. On n'a pas finalisé l'achat. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est avant de quitter le site, c'est d'être un petit peu opportuniste finalement et par exemple de déclencher une pop-up qui va retenir le visiteur sur le site en lui offrant des avantages supplémentaires, un discount, des frais de livraison gratuits et qui va l'inciter à finaliser son achat. Parce que finalement, je crois qu'au total, 3/4 des visites sur un site ne se terminent pas par un achat. Donc finalement, ça, c'est hyper important de l'avoir en tête et de conserver finalement l'intérêt et l'attrait du visiteur pour qu'il puisse finaliser cet achat. Ensuite, une autre partie de l'expérience client qui pour moi est clé, essentielle, c'est aussi de fidéliser le client. On a investi beaucoup finalement pour que ce client il arrive sur ce site, on a investi beaucoup en trafic, etc. Et bon, l'intérêt, c'est pas forcément que le client il vienne qu'une seule fois sur le site, mais qu'il puisse revenir, c'est de le fidéliser. Et donc, finalement, lui proposer une expérience personnalisée qui est en accord avec ses attentes et qui lui pousse finalement des produits qui lui correspondent. Ou par exemple, lors de son retour sur site, des produits qu'il avait parcourus lors de sa dernière visite. Ça peut l'aider aussi finalement à continuer ou à reprendre plus facilement son achat. Et ensuite, la fidélisation, ça va aussi passer par animer un petit peu ce contact, le relancer par email, lui envoyer des emails promotionnels, toujours en accord avec ses besoins, avec des produits pertinents qui vont être par exemple complémentaires à ses précédents achats et aussi des achats récurrents. Merci Cindy. Qui veut rebondir sur cette question? Ce que l'on doit prioriser? Je vais rebondir. En fait, je suis totalement d'accord avec Cindy. Je pense que c'est vraiment, elles sont toutes vraiment à prioriser. En fait, c'est vraiment, on parle un peu de cycle de vie en fait, et c'est hyper important de personnaliser et d'adapter en fonction de là où se situe le client. En fait, tout simplement, est-ce qu'il est dans la découverte? C'est la première fois qu'il arrive sur le site. Donc, en effet, les recommandations seront différentes. Est-ce qu'il revient sur le site? Est-ce qu'il avait déjà passé commande? Est-ce que c'est un client fidèle ou pas? Et en fait, c'est vraiment hyper important du coup de travailler ces étapes-là et surtout ce cycle de vie du client pour en effet le retenir et pour qu'il puisse en fait passer en effet à l'achat. Donc, c'est vraiment tout ce que Cindy a dit. Et je rebondis sur ce qu'elle disait également sur la partie vraiment fidélisation et du coup, tout ce qui est aussi un peu après-vente. C'est vraiment primordial de pouvoir proposer le suivi de commande, de pouvoir envoyer un email en fait, pour proposer peut-être de laisser un avis ou de parrainer un ami. Il y a une multitude de choses à faire. Ça, c'est aussi à vous d'adapter en fonction de votre cible, de l'offre aussi que vous proposez et surtout, à chaque action que vous mettez en place, mesurer ces actions et potentiellement les optimiser pour proposer la meilleure expérience. Et surtout, vraiment, quand Cindy parlait de fidélisation, c'est hyper important dans le cas
de Vet Sécurité avec Emmanuel, on a regardé un petit peu les chiffres et on s'est rendu compte qu'en 2021, 19% des commandes et qui étaient effectuées sur la totalité des commandes, donc 19% de ces commandes ont été effectuées par des clients qui avaient déjà passé commande cette année-là. Donc c'est énorme en fait. Et c'est hyper important en fait, de fidéliser puisqu'en fait, ça va vraiment vous rapporter directement un chiffre d'affaires qui est pas primordial, qui est hyper important. Et tout simplement, en fait, c'est aussi partir du constat, Emmanuel l'évoquait, c'est vrai que l'acquisition, c'est des coûts. C'est de vous dire, quand vous avez acheté un client 1 euro avec du Google Ads, s'il repasse commande, c'est comme si vous l'aviez acheté que 50 centimes. Et du coup, il vous reste 50 centimes pour aller en chercher un autre. Donc, hyper important aussi de penser à cette étape-là. Je te laisse, Emmanuel, peut-être si tu veux rebondir là-dessus. Oui, 2-3 choses, parce qu'après, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais effectivement, de l'acquisition à la fidélisation, après, le client, on doit être le meilleur possible dans toute la démarche pour tout e-commerçant. Donc, la personnalisation, nous, on l'utilise au maximum dans tous nos contenus digitaux, que ça soit sur la newsletter, que ça soit sur nos annonces paid, que ça soit sur les réseaux sociaux, etc. On essaie de personnaliser à chaque fois en fonction de qui est le client derrière qu'on a en face, qu'on arrive déjà à savoir en amont, est-ce qu'il est effectivement en phase de découverte, est-ce qu'il est dans l'intention d'achat, etc. À quel moment on est, est-ce qu'on est haut de funnel ou pas. Donc ça, nous, on a essayé de mettre des petites choses en place aussi pour essayer d'être un peu meilleur là-dessus. C'est par exemple des questions-réponses sur le site, sur les produits, mais qui vont être plutôt communautaires que nous. Donc, on a aussi bien au service client des gens dédiés par univers métier et qui sont vraiment, qui connaissent le métier en question et qui sont capables de communiquer avec le client derrière par chat ou par téléphone. Mais aussi le fait de mettre en place des questions-réponses communautaires, c'est les gens se répondent à eux-mêmes. J'ai une question sur un produit, toi tu l'utilises tous les jours, ok, est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses, etc. Et toutes ces informations, etc., ils se sentent comme appartenir à une grande famille et ils savent qu'ils vont toujours trouver une réponse à leurs questions, etc. Donc ça, c'est quand même assez important chez nous. Euh, Après, il y a une dernière chose, c'est que tout ça, effectivement, après, ça se fait pas si facilement parce que mine de rien, il y a énormément d'outils, hein. Nous, aujourd'hui, on doit avoir à peu près une quinzaine d'outils marketing différents pour gérer tous ces aspects-là. Donc, outre le fait d'avoir un site cohérent et avec l'offre qu'on a derrière, je pense que derrière, il faut quand même l'aide voilà, d'une agence aujourd'hui et de partenaires comme Nosto et d'autres est quand même primordial là-dessus parce que c'est bien, nous on peut essayer d'en tirer plein de conclusions, mais c'est quand même quelque chose qui est difficile à mettre en place tous les jours et qui demande énormément de temps. Merci Emmanuel. Il se passe plein de choses très intéressantes dans cette chatbox. On a des conversations parallèles en fait sur le poids de la relance panier par email, les pop-up, un peu de désamour quand même pour les notifications pop-up. On y répondra un peu plus longuement. Donc continuez à nous envoyer vos questions. Il y en a déjà quelques-unes là dans notre onglet prévu à cet effet. Donc allez-y et poursuivez ces conversations et vos observations. C'est le but du jeu de tout cela, bien entendu. Alors, une prochaine question quand même pour nos experts, compte tenu des discussions que nous venons d'avoir, c'est sur la data, forcément, la fameuse data. Alors, comment capitaliser en fait ces data ou sur ces data? Moi, je dirais que déjà, les données de visite sur le site, elles nous apportent des tas d'informations sur la façon dont les clients consomment. Après, c'est toujours pareil, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on utilise ces données pour améliorer l'expérience client. Donc, par exemple, avec chez Nosto, il est possible, donc à partir des données de visite client sur le site de la boutique en ligne, de déterminer de façon automatisée des segments de visiteurs. Alors, les segments, ils peuvent être créés de façon automatique, par exemple, sur la base, en fonction du cycle de vie de clients, donc dont Virginie parlait tout à l'heure. On va automatiquement réussir à diviser finalement les nouveaux visiteurs, des clients, des visiteurs de retour sur site, les clients qui ont acheté par exemple une fois, et puis ensuite les clients fidèles. Et donc ça, finalement, ces données, elles vont être hyper importantes parce que ça va nous permettre déjà d'avoir une information essentielle. Est-ce que ces visiteurs nous connaissent déjà?
est-ce qu'ils ont déjà acheté sur le site? Et à partir de ce moment-là, de façon automatisée, on peut pousser aussi une offre qui va leur correspondre mieux. Un nouveau visiteur, par exemple, on va lui pousser peut-être plus les meilleures ventes, puisque ce sont des produits phares de notre boutique qui vont peut-être potentiellement plus l'intéresser. Ensuite, si c'est un visiteur de retour sur site, on va peut-être plutôt lui pousser des produits qui sont similaires à son historique de navigation, ou alors en tout cas tout simplement son historique de navigation. Donc voilà, ça, vraiment c'est là où finalement l'expérience client elle va être un petit peu plus personnalisée. Après, ces segments de visiteurs, ils peuvent être réalisés non seulement en fonction du cycle de vie, mais aussi en fonction des affinités des visiteurs pour certaines catégories de produits, ou par exemple pour une marque. Si on ressent qu'on a des segments de visiteurs qui vont exclusivement aller acheter, par exemple, la marque Nike, là, ça va être de plus en plus pertinent finalement de leur pousser une expérience où on aura des produits de la marque Nike directement en page d'accueil. Et donc du coup, ces données, elles vont vraiment être clés. Donc du coup, pour proposer de façon entièrement automatisée, des expériences qui sont pertinentes à vos clients et qui vont vous aider justement à convertir et aussi à les fidéliser tout simplement. Aussi, alors bon, les datas, on peut les utiliser de façon un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on peut analyser un petit peu nos données de merchandising pour pouvoir offrir finalement la meilleure offre sur notre boutique. Ça va être intéressant de savoir, par exemple, quel type de produit, quelle marque, quelle catégorie de produits vont convertir le mieux et donc vont répondre le mieux aux attentes des visiteurs et du coup réorganiser notre merchandising en fonction de ça. Et ceci de façon automatisée. Autre chose, par exemple, si on commence à avoir des produits qui sont en rupture de stock, ça peut être hyper intéressant, de façon automatisée encore, de pousser en avant ou alors de tout simplement de pas montrer les produits qui sont en rupture et de façon automatisée. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles avec certaines solutions. Emmanuel, est-ce que tu veux un petit peu plus rebondir là-dessus, sur l'utilisation des données et comment capitaliser dessus? Oui, parce que effectivement, Cindy, tu as raison et alors nous, on a mis pas mal de choses en place là-dessus, justement, sur cette partie data parce qu'on on en a énormément qui arrivent, des Google Analytics, de tous nos outils marketing et cetera. La difficulté pour, tout e-commerçant aujourd'hui, c'est d'arriver à recroiser ces données et pour en sortir, des best practices derrière et les mettre et surtout les mettre en place après sur le site. Donc tout ça est assez compliqué, c'est assez chronophage et cetera. Mais dans notre cas, du coup, je dirais qu'après la mise en place à la rigueur de Nosto dans notre cas précis, a permis voilà si je dois le mettre par rapport à au combien j'avais de personnes qui faisaient ça avant peut-être la mise en place de Nosto, c'est que tous les jours on devait avoir, j'avais quasiment 2 personnes qui crawlaient le site pour voir, OK, où sont tes produits qui ne sont pas disponibles, tu en as qui apparaissent dans les premières pages des catégories, c'est dommage. Les clients, ne devraient pas avoir ce type de produit-là et cetera. Donc le catégorie merchandising effectivement a permis ça, c'est que dès qu'un produit est indispo, on passe dans les dernières pages du catalogue et ça remontera au fur et à mesure en fonction des ventes, en fonction du produit et cetera. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui où moi, les équipes peuvent se mettre sur vraiment de l'analyse de la data et pas, passer tous les produits, regarder ceux qui sont indispo, les désactiver et cetera, qui étaient quand même très chronophages tous les jours. Donc, toutes ces données-là, effectivement, sont très intéressantes. Nous, on a pu mettre des petites choses en place quand même au niveau de la création de segments en fonction des visiteurs qui arrivent sur le site, en fonction de tel et tel produit qu'ils achètent et je les mets dans un segment, voilà, OK, la personne, elle doit normalement, elle a acheté des produits, je prends un exemple pompier, elle doit être dans un univers justement pompier, soit elle doit être volontaire, soit elle doit être pompier pro ou autre, elle est dans cette catégorie-là et je suis capable d'isoler ces clients-là dans cette catégorie et demain, quand le client reviendra du coup sur le site, je suis capable de lui personnaliser, une offre promotionnelle en fonction de son métier, voilà, toute une offre cohérente en fonction de son métier. Heu, on a été capable aussi, par rapport aux produits effectivement que les gens ont achetés, de peut-être mettre un ROAS cible derrière
le retour sur investissement en disant, voilà, je peux plutôt pousser des produits qui ont une forte valeur ajoutée, pousser des produits où j'ai beaucoup de stock, pousser des produits, c'est nous qui avons un petit peu la main grâce à ces stats-là pour dire, qu'est-ce que je veux pousser au client derrière. Et il y a une chose qui est assez intéressante du coup, c'est que, toutes ces mises en place-là qu'on a pu faire et notamment sur les fiches articles, la plupart du temps, c'est qu'on essaie de mettre, ben, voilà, les produits qui vont bien avec, on va sur un site, on veut acheter la ceinture qui va avec, le pantalon et peut-être le pull et le haut et cetera. Très bien. Mais donc faire du cross-sell, c'est très bien, ça permet d'augmenter le panier moyen et cetera. Nous, dans cette phase-là et avec Nosto, en l'occurrence, on est parti sur une phase où on a fait 2 blocs différents sur nos fiches articles avec un bloc justement de cross-sell avec les produits complémentaires, mais un bloc aussi d'upsell pour essayer de proposer des produits, beh, qui sont peut-être, un peu plus cher que le produit qu'il est en train de regarder pour dire au client, ben voilà, tu as choisi ce produit-là qui a un très bon rapport qualité-prix, mais regarde, si tu mets peut-être 5, 10, 15 euros de plus, tu as un produit qui est plus performant, etc. Et ça, quand même, sur l'année dernière, quand on l'a calculé, ça nous a permis d'augmenter notre panier moyen de coût de 12%, 12% environ sur l'année 2021. Donc, ce qui est pas rien quand même. Et je pense que là, Alexandre peut en parler un peu plus que moi sur toute cette partie du coup. Ouais, merci Emmanuel. Nicolas, j'ai envie de vous faire intervenir là-dessus, en fait, sur la data. Ouais, bah, la vision côté agence, elle est large et assez complexe en fait. C'est-à-dire que le e-commerce a amené une data qui est ultra abondante en fait sur nos métiers. Donc, comme l'a présenté Cindy, il y a vraiment la data qui est liée aux solutions et qui apporte une intelligence qui est nécessaire et qui renforce l'exploitation des sites web. C'est vrai sur le merchandising, c'est vrai sur la recherche, c'est vrai sur le CRM, c'est vrai sur plein d'outils. Après, le constat qu'on peut faire assez souvent avec Virginie, c'est qu'en fait, on a beaucoup de nos marchands qui viennent nous voir en disant on veut de la data, on veut faire de l'analyse, etc. Ouais, mais voilà, il faut bien faire attention à séparer aussi chaque donnée et chaque usage. Emmanuel a parlé tout à l'heure de taux d'erreur sur la partie logistique. On a eu des discussions ensemble aussi assez récemment sur le taux de retour des produits qui sont liés directement au guide détail, etc. Tout ça, c'est de la data qu'on doit agréger, sur laquelle nous, on est capable, côté agence, d'aider à structurer et d'accompagner nos marchands pour avoir un bon niveau d'analyse. Et du coup, toute cette data assez précise qu'on va collecter, qu'on va analyser, j'ai envie de dire, en cascade, va nous permettre d'améliorer en fait le parcours client, le cycle de vie client sur le schéma que Virginie a pu présenter tout à l'heure. Donc voilà, la data, elle est ultra abondante, mais faut-il savoir ce dont on a besoin, ce qui est intéressant pour nous à court terme et ce sur quoi on peut agir. Et il y a aussi, je pense, un petit warning, un petit écueil qui est rencontré assez souvent autour de la data, c'est-à-dire que historiquement, quand on faisait de la communication avant, j'ai envie de dire avant Internet et avant le culte et le Graal du ROI, bah, on achetait des campagnes d'affichage, on achetait des spots télé, etc. On achetait des expositions et on était parfaitement incapable d'estimer le moindre ROI. On achetait une campagne, on savait ce qu'on vendait en magasin et faire la relation entre les deux, c'était parfaitement flou. Aujourd'hui, avec Internet, c'est absolument l'inverse, c'est-à-dire qu'on mesure absolument tout, on maîtrise absolument tout, etc. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui par moment, fait prendre de mauvaises décisions à des marchands. Pourquoi? Parce qu'un marchand qui grandit, et c'est le cas notamment de Vet Sécurité, qui est en pleine croissance, mais un marchand qui grandit, il a aussi par moment besoin de croire, d'avoir une vision et d'investir sur la notoriété ou sur des choses qui ne sont pas directement héroïstes et qui ne vont pas forcément aller dans le sens de la data pour passer des marches et pour avancer, pour progresser. Voilà, donc ça, ce sont des sujets sur lesquels on travaille beaucoup avec nos partenaires techniques, type Nosto, avec nos marchands et avec l'équipe web marketing en interne. Merci Nicolas. Allez, on enchaîne avec nos autres grandes problématiques pour cette table ronde parce que les questions se précipitent, bien sûr. Il faudra y répondre avant la fin de l'heure. Donc, j'enchaîne tout de suite avec peut-être une troisième question, comme vous l'indiquez, une quatrième, pardon, sur les entreprises en fait qui se demandent comment personnaliser leur expérience client. Quel serait votre premier conseil pour le faire? Je peux démarrer si vous le souhaitez. Je vous en prie, Nicolas, la fameuse personnalisation de l'expérience client. Je pense que pour personnaliser une offre, il faut avant tout avoir une vraie offre. Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est le basique du commerce, avant même de parler du e-commerce. Je prends l'exemple de Vet Sécurité ici présent, parce ça fait des années et des années qu'on travaille ensemble maintenant. Mais il y a toujours une bonne offre, donc avec un bon prix, un bon produit et une cible en face qui fonctionne.
la personnalisation par-dessus va apporter un upsell, va apporter un panier moyen plus élevé, va générer du plus, mais va pas rendre une offre mauvaise performante. Ça, c'est pas vrai de penser ça. Donc ça, pour moi, ça, c'est vraiment la première chose à prendre en compte. Après, la deuxième chose qu'il y a à prendre en compte, c'est qu'on a beaucoup de marchands qui viennent et qui disent « Oui, mais moi, je veux un emplacement comme ça, je veux un emplacement comme ceci. » J'imagine plutôt présenter déjà vu, etc., avec beaucoup d'idées préconçues parce qu'ils voient des sites à droite, à gauche, etc., qui sont inspirants forcément. Mais en fait, une solution comme Nosto, qu'on connaît très bien, a déjà plein de blocs préconditionnés, etc., qui peuvent être facilement déployés. Je pense qu'avec ce type de solution, il faut vraiment travailler en mode test and learn, c'est-à-dire déployer des choses assez simples, voir les résultats du coup de ces zones de recommandation, laisser l'algorithme et laisser la solution travailler pour ensuite affiner, progresser et avancer en fait, vraiment de manière itérative. Et c'est quelque chose qu'on améliore tout le temps en fait, Nosto. Merci Nicolas. Emmanuel et Cindy voulaient intervenir sur cette problématique de la personnalisation de l'offre client. Moi, je reprendrai juste l'exemple effectivement que tout à l'heure j'ai donné au début, mais si on n'avait pas eu aujourd'hui d'outils, quand Axon nous l'a conseillé à l'époque sur la refonte du site, il y a quelques années en arrière, on avait une offre qui était assez conséquente. Ça fait 2-3 ans où on l'a encore fait évoluer et qu'elle a encore grossi. Si demain c'était quelque chose qu'il fallait qu'on fasse à la main pour personnaliser en fonction du client qui arrive sur le site les bons produits à lui montrer, ça serait juste impossible. Et l'exemple que j'ai donné au début, c'est ça, c'est je vais essayer d'acquérir un client qui cherche à acheter une blouse d'infirmier ou quoi que ce soit. S'il arrive sur mon site et qu'il arrive dans une catégorie pour les vêtements de plombier, les vêtements pour les bûcherons, ce genre de choses, je vais avoir un taux de rebond derrière. Le client, il va repartir tout de suite parce qu'il va dire mais non, c'est pas ce que je cherchais. Et je quitte, je reviens en arrière et je vais sur un autre site. Si on n'avait pas un outil comme ça aujourd'hui, c'est sûr mon taux de rebond continuerait d'exploser comme ça a été le cas avant la refonte du site et avant la mise en place de Nosto. À toi, Cindy, je pense que comme ça Ouais. te fait la liaison. Moi là-dessus, je voulais quand même rebondir aussi sur ce que disait Nicolas, sur, mettre en place, une approche de test and learn. Je pense qu'en fonction de toutes les boutiques, on vend des choses complètement différentes et cetera et parfois, certains algorithmes, de recommandation vont être hyper efficaces sur certains types, de boutiques et vont l'être moins sur d'autres. Donc je pense que oui, effectivement, ça peut être vraiment intéressant d'appliquer cette démarche, de test and learn, d'analyser, finalement les résultats de ces différentes campagnes. Et puis ça, bon, c'est quelque chose qui est assez simple à faire avec Nosto. On peut mettre en place des A/B tests, assez simplement. On peut voir aussi, les résultats assez simplement aussi, la conversion, l'augmentation du panier moyen et cetera. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place. Et ensuite, effectivement, pour personnaliser, une offre, il faut qu'elle soit, cohérente, mais aussi il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de produits. C'est vrai que, ça va être compliqué de personnaliser une offre si on a 3 produits en vente, voilà, c'est un petit un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que ça s'applique plus à des boutiques finalement et qui ont une offre, un catalogue produit assez conséquent, quoi. Voilà. Merci Cindy. Alors, on nous a envoyé beaucoup de questions et je vous en remercie d'ailleurs. Je remercie les participants d'avoir partagé donc, tout cela avec nous. Alors, une première, et je vous demande, vous experts, d'y répondre assez rapidement parce qu'on a pas mal de questions à couvrir. On ne pourra pas bien sûr y répondre à toutes ces questions. Donc, j'invite aussi nos participants à vous contacter peut-être directement. Ils ont des questions à vous poser ultérieurement afin de les aiguiller. Mais une première question vraiment intéressante de Jeff qui nous demande si vous avez un regard et retour d'expérience sur la gamification du parcours client. Comment le rendre ludique? Qui veut prendre la parole sur un sujet comme ça? C'est à l'agence de parler, là, je pense. C'est à l'agence? L'agence doit parler. Le mot gamification, c'est pas simple comme question. Par quoi? Parce que quand on parle de gamification, on parle quand même d'engagement, on parle d'engagement, etc. Donc la gamification,
je sais pas, quand on parle de sites qui, par exemple, vont vendre des produits d'occasion, où on doit avoir des bonnes notes, etc., on collecte des points, on gagne des avantages, etc., oui, c'est extrêmement intéressant. Après, sur du pur e-commerce, il y a des choses assez sympas, je pense, à faire autour du programme de feed. On passe X commandes, on débloque tel avantage, etc., etc. Il y a vraiment des choses qui sont intéressantes à faire. De là, c'est vrai qu'on parle pas souvent on n'utilise pas souvent le mot gamification, mais je pense qu'effectivement, il y a des choses à inventer pour vraiment engager les consommateurs et les rendre ultra fidèles, en fait. Ouais, et si je rebondis un peu là-dessus, je pense que ça dépend aussi vraiment de la marque, de ce que vous proposez, du produit que vous proposez, de l'offre. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez particulier de proposer ce genre d'expérience. Et du coup, d'avoir des retours, je pense que ça va dépendre vraiment de votre image de marque, du produit que vous vendez. Et je pense que les retours, forcément, vont être plus positifs pour une marque qui aurait des produits, que ce soit de l'occasion, etc., des choses, on va dire, qui s'y prêtent un peu plus. Après, c'est pas directement, mais enfin, c'est une question qui est intéressante parce qu'en fait, on m'a envoyé hier soir un petit cas. En plus, j'ai vu ça en faisant de la veille un peu sur LinkedIn, où en fait, tout simplement, je pourrais même plus exactement vous dire qui exactement a fait ça, mais c'était pour une marque et je trouvais ça intéressant, où en effet, dans leur relance, en fait, clairement, dans une relance, généralement, l'étape 1, c'est aussi de proposer un incentive, donc souvent des réductions. En fonction des marques, clairement, c'est quelque chose qui peut être un peu bloquant, puisqu'on n'a pas non plus envie d'avoir cette vision de on propose des réductions à gogo. Donc, dans le côté un peu gamification, ou en tout cas créer de l'interaction et de l'engagement, ils ont proposé, en fait, plutôt que de donner vraiment un code de réduction, ils ont tout simplement proposé dans leur email des visuels, 3 différentes séries. Il fallait retrouver le nom des séries, 3 différentes pour répondre à chaque cible de leur clientèle. Donc, ça allait de Friends à Big Bang Theory, etc., pour que ça réponde en fait à différentes générations. Et du coup, le code promo, en fait, c'est tout simplement le nom de la série qu'il fallait retrouver. Donc, voilà ce petit côté gamification. Et dans les résultats qu'on nous donnait, c'était un taux d'ouverture de plus de 30%. Donc, ce qui est assez énorme pour une relance. Donc voilà, si ça peut répondre un petit peu à la question de Jeff. Tout à fait, merci beaucoup. Une question de Camille à présent. Avez-vous des études sur l'impact des vidéos en bannière en homepage? Est-ce qu'elles engagent plus et permettent de réduire le taux de rebond? Nous, on s'est amusé effectivement à faire quelques stats à l'agence sur ce sujet-là. En fait, je pense que ça dépend vraiment du type de site et du type d'offre. Il n'y a pas de recette préconçue là-dessus. C'est-à-dire que un site web qui va avoir une offre assez courte avec une marque forte, qui a besoin de raconter une histoire, qui a besoin à un moment donné d'embarquer un consommateur dans des valeurs, quelque chose porté par la marque, etc., va très très bien, va apprécier en tout cas ce format et la vidéo a effectivement un impact hyper positif sur la perception de l'offre. Par contre, sur des sites qui vont être beaucoup plus larges, très multimarques, avec énormément de pages, avec énormément de produits, etc., c'est généralement un peu moins pertinent de le faire. Pourquoi? Parce que là, l'enjeu, c'est vraiment de réussir de manière très synthétique à faire découvrir l'offre, sa largeur et sa profondeur. Donc, en fait, le format vidéo, il est bien, mais que dans certains cas, je pense. En tout cas, c'est peut-être un avis aussi assez perso. Merci. On passe à une question d'Iliane. Pourquoi pas des emails de relance d'abandon de panier au lieu de pop-up qui font fuir plus qu'autre chose? Alors, les emails de relance d'abandon de panier, c'est aussi forcément, c'est un outil, qui est hyper utile et justement pour aider à convertir, des visiteurs qui ont abandonné leur panier, qui sont venus et qui ont pas réalisé l'achat. Après, les pop-up, donc qui font fuir plus qu'autre chose, moi je dirais que les pop-up, effectivement, il faut les utiliser avec, parcimonie. Après, il faut les utiliser aussi de façon, comme je disais, opportuniste. C'est-à-dire que dès qu'on arrive sur un site et qu'on a une pop-up qui se déclenche immédiatement sur le site, je suis assez d'accord, ça peut être, assez énervant. En revanche, si, ces pop-up, elles se déclenchent, à un moment où ça peut être un petit peu plus pertinent, où justement le client s'apprête à quitter le site et qu'on lui propose une promotion peut-être parce que ça peut être intéressant pour lui. Il a peut-être décidé de quitter le site parce que le produit était trop cher. Là, ça peut être un petit peu plus intéressant et ça peut apporter quelque chose. Mais oui,
au niveau des emails de relance de panier abandonné, je suis complètement d'accord. C'est un outil qui est hyper utile et qui permet vraiment d'augmenter la conversion. Merci Cindy. Une question d'Estelle à présent. Quelle expérience digitale proposée pour la notion de club à l'intérieur d'un site marchand? Je sais Qui pas. veut répondre à la question? Nous, on a quelques exemples à l'agence là-dessus. Allez-y, Bah, là. vas-y. On a plusieurs exemples, dont notamment Nicolas Feuillat, marque de champagne pour qui on travaille depuis des années et des années maintenant. En fait, le club, c'est... Bon, après, on l'appelle comme on veut. Ça peut être un compte VIP, ça peut être un compte Prime, par exemple, pour donner un exemple très connu, etc. Mais c'est vraiment de la fidélité, c'est-à-dire c'est vraiment de la premiumisation de la clientèle et des utilisateurs. On leur donne accès à une offre dédiée avec des avantages, avec un ensemble de packages serviciels, etc., qui sont là pour créer le fameux club Nespresso, qui est pareil, ultra connu et qui est vraiment l'exemple, je pense, une très bonne inspiration. Alors ça, c'est intéressant et ça nous permet de rebondir sur une question qui est posée par Maïté. Est-ce que l'affiliation permet de faire de vos clients ou des clients des ambassadeurs? L'affiliation, c'est une source d'acquisition comme une autre. Après, il y a de l'affiliation très low cost, vraiment, avec des sites à trafic, etc., ce genre de choses. Il y a de l'affiliation aussi très premium, vraiment basée sur de la recommandation avec des cas d'engagement très, très forts, etc. Donc, ça dépend vraiment comment c'est fait et comment c'est pratiqué. Merci. Une nouvelle question d'Iliette, pour rebondir par rapport à ce que vous disiez un peu plus tôt. Est-ce que les types de publicité traditionnelles, comme l'affichage dans le métro, les flyers, ça reste pertinent de nos jours? Ou c'est devenu un peu désuet? Moi, j'ai un petit cas, moi, là-dessus, à la rigueur, vite fait, Virginie. Nous, effectivement, c'était 100% digital, etc. On a toujours fait et voulu faire que dans le digital, etc. Et il y a maintenant 2 ans où on s'est remis à faire un petit peu de papier ou de catalogue, etc. À les mettre dans les colis ou à les distribuer dans certaines entreprises ou ce genre de choses. Et avec, voilà, d'essayer d'avoir de la data derrière avec des QR codes, un code promotion ou ce genre de choses pour voir si effectivement, ça avait un intérêt, si le client répondait à cette offre ou pas. Et on s'est rendu compte que tant que le visuel était bien fait et que l'offre était bonne derrière, effectivement, on avait un gros taux de retour qui était plutôt positif. Et c'est quelque chose qu'on est en train de développer de plus en plus. Alors, au bon moment et pas submerger non plus de papier ou quoi que ce soit les gens, mais de rajouter un petit quelque chose dans un colis pour une offre promotionnelle ou de cibler certains clients avec un petit catalogue une fois dans l'année ou ce genre de choses. C'est des choses qui, aujourd'hui, je pense, ont aussi un intérêt. Les gens ont envie d'avoir ce retour un petit peu, d'avoir quelque chose en physique à pouvoir toucher, à pouvoir regarder et qui reste sur le bureau quand on en a besoin pour montrer aux collaborateurs ou quoi que ce soit. Donc nous, c'est quelque chose qui est plutôt positif de notre côté. Ouais. Et pour rebondir rapidement, en fait, clairement, le côté, par exemple, affichage, ça reste toujours pertinent aujourd'hui. En fait, surtout, par exemple, quand vous faites des ads, vous allez avoir des bien meilleurs résultats en termes d'interaction, de clics sur votre lien si la personne, en fait, a déjà entendu parler de votre marque. C'est une question de notoriété. Donc, en fait, c'est pour tout. C'est comme, je veux dire, si la personne, en fait, voit une publicité d'une marque qu'elle a déjà vue potentiellement sans s'en rendre compte, parce qu'en fait, l'affichage, c'est ça, c'est même inconscient. On passe devant, on a vu peut-être le logo, on a peut-être vu le slogan de la marque. Et en fait, quand elle va être retargetée sur les réseaux sociaux, par exemple, quand elle va voir cette pub, elle aura l'impression déjà de connaître la marque. Donc, elle va être plus poussée à interagir. Donc, vous aurez même des meilleurs résultats sur votre partie acquisition. Donc, clairement, non, l'affichage n'est pas du tout mort. C'est au contraire. Et comme dit Emmanuel, même pour tout ce qui est l'expérience client, c'est encore hyper important aujourd'hui et c'est très, très apprécié. Merci Virginie. Une dernière petite question avant de se quitter, quand même, une question d'Amaury. Que pensez-vous de Matomo VS GA? Je ne sais pas si je prononce l'acronyme quand je devrais le faire, mais voilà. Matomo. Moi, pour mon cas, j'utilise GA, donc je peux rien dire sur Matomo. Je sais pas, plutôt peut-être l'agence, je pense. Ouais, Nicolas, peut-être. C'est encore pour moi. Ce sont deux bonnes solutions. Faut-il savoir pourquoi on les utilise et à quoi ça répond? Après, il y a eu, avec les annonces récentes là, concernant la législation, etc., il y a eu un gros élan autour de la solution Matomo. Après, comment dire, alors,
c'est peut-être un peu subjectif et forcément c'est un avis côté agence, mais je pense que c'est vrai que les effets d'annonce, etc., génèrent beaucoup de questions côté marchand. Je pense qu'il ne faut pas trop se précipiter et pas trop s'affoler autour de ces questions-là. Il y a aussi l'évolution vers GA4 qui va arriver. La nature a peur du vide. Il y a toujours quelque chose qui va remplacer en fait les technos précédentes et qui va permettre d'avancer techniquement et qui va se substituer. Les cookies tiers, c'est un petit peu la même question. Donc voilà, un outil d'analytics, c'est quelque chose qui se réfléchit, c'est quelque chose qui est choisi. Après, Google Analytics reste quand même le leader incontesté et incontestable presque. Donc oui, il existe d'autres solutions, mais c'est des décisions qu'il faut un petit peu réfléchir, je pense. Merci Nicolas. Nous avons eu beaucoup de questions, d'interrogations, de mise en relation également sur notre chatbox. Merci à vous, participants, d'avoir été très participatif, on va dire, et collaboratif. Et puis, un grand merci, bien sûr, à nos experts, Emmanuel, Cindy, Nicolas, Virginie, pour tous les tuyaux, conseils que vous avez partagés avec nous aujourd'hui, l'expérience également que vous avez partagée avec nous. Je vous en remercie. Et j'invite donc, comme je vous le disais, les participants à mettre en relation directement avec vous s'ils ont des questions supplémentaires. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Vous aurez également accès à cette table ronde en replay par le biais d'un mail que les organisateurs vont vous envoyer dans quelques jours. Donc, vous pourrez toujours vous y référer à nouveau si vous voulez vous rafraîchir un peu la mémoire. Merci à tous. Le sommet du digital continue. Restez avec nous. On se retrouve prochainement pour une nouvelle table ronde qui sera consacrée à l'offre des parcours d'achat omnicanaux dans quelques instants seulement. Restez avec nous et à très bientôt. Merci à notre panel d'experts.